Imaginez, on est là et au moment où on se parle, eh bien juste là, sous nos pieds, se cache un monde qui nous est totalement inconnu. Il raconte en grande partie l'histoire de la Terre et de son eau. Je vous propose de faire ce voyage ensemble et de descendre sous la surface. Alors, d'abord, nous traversons les premiers mètres de gravats, de béton, de tout ce qui a permis de construire le quartier. Et puis nous arrivons tout de suite sur des couches de sol. Ces sols étaient autrefois fertiles avant que le quartier se surbanise au XIXe siècle. Il fournissait de la vigne, du blé, différents types de grains qui alimentaient tous les Parisiens. Aujourd'hui, ces sols sont totalement étouffés et oubliés. Alors descendons encore un peu plus bas. Nous arrivons maintenant à moins 20 mètres de profondeur. Là se cache un ancien océan, enfoui, transformé aujourd'hui en calcaire. Durant près de 7 milliards d'années, des micromolécules de calcaire se sont déposées peu à peu dans le fond de cet océan. Ici, maintenant, au moment où je vous parle, il y a pendant 7 millions d'années, eh bien, on s'est retrouvé entre moins 41 et moins 48 millions d'années avec cet océan qui nous a fourni une eau chaude, peu profonde et qui nous donne aujourd'hui un matériau très particulier puisqu'il a la particularité d'être à la fois extrêmement solide et rigide et à la fois qui a la capacité de pouvoir être taillé. Cette roche, elle a permis de fabriquer en grande partie la ville de Paris. Approchez-vous à l'occasion des murs du Louvre ou de tous ces grands bâtiments et vous découvrirez des calcaires coquillés remplis de cette biodiversité passée que l'on a totalement oubliée. Alors descendons un peu plus encore sous la surface et nous atteignons là entre moins 550 et moins 100 mètres de profondeur une zone qui est totalement argileuse. Il s'agit là d'une ancienne lagune qui était là autrefois, une eau peu profonde, là encore chaude, mais sans aucun courant, qui a laissé le temps à ces limons de s'additionner peu à peu pour fournir cette couche, une pellicule totalement imperméable. Descendons encore un peu plus pour découvrir ce qui se cache sous cette capsule qui protège de la surface. Lorsque nous atteignons moins 500 mètres de profondeur et jusqu'à 1 kilomètre, nous arrivons là dans un monde de sable. Il est composé de milliards de particules de quartz. Ces quartz ont été charriés dans d'anciennes rivières et amenés là, ici, peu à peu, durant des millions et des millions d'années. 30 millions d'années d'accumulation, il y a 100 millions d'années. Aujourd'hui, la particularité de ces quartz, c'est qu'elle est capable, entre les grains, d'accueillir de l'eau. Et donc, elle forme un des plus grands aquifères que l'on a en France, sous terre. Il s'étend sur une superficie de près de 100 000 km² et l'estimation que l'on a aujourd'hui de sa quantité est évaluée entre 500 et 1000 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que nous pourrions avoir des décennies de sécheresse à Paris et malgré tout, eh bien, il y aurait encore de l'eau dans nos robinets. Alors cette eau, vous n'y êtes pas connecté directement, même s'il existe de manière un peu secrète quelques sources qui sont accessibles directement et qui nous donnent accès à cette eau que l'on peut boire sans aucun traitement et qui est directement potable. Mais parfois, on l'utilise dans vos propres robinets et donc cette eau est mélangée souvent à des eaux de surface lorsqu'elles sont trop polluées pour pouvoir atteindre des niveaux de pureté assez importants. Donc, suivant l'arrondissement dans lequel vous vous situez ou si vous habitez à Paris, il est fort probable que vous puissiez boire cette eau depuis très longtemps. En parallèle de ça, eh bien, quand on descend un peu plus sous terre, nous arrivons à ce moment-là dans un nouvel aquifère, bien plus en profondeur, entre 1500 et 1800 mètres de profondeur. Là, nous sommes encore dans des calcaires, encore dans une ancienne mer disparue. La différence, c'est que cette eau sent le soufre, l'œuf pourri
Et donc, elle est minéralisée, elle n'est absolument pas potable. Et pourtant, vous et moi ici, nous sommes connectés à une des particularités de cette eau. Car si nous avons chaud, ici, dans ce lieu, c'est tout simplement parce que la géothermie permet d'alimenter le chauffage de l'université et donc de nous réchauffer grâce à la chaleur fournie par cet aquifère profond. Descendons encore un peu plus en profondeur. Nous arrivons maintenant à moins 2000 mètres sous la surface. Encore un ancien océan disparu qui a été formé il y a 200 millions d'années. Là encore, nous avons de l'eau qui est là, piégée, bien trop minérale pour pouvoir être utilisée, et pourtant qui sert encore à des projets de géothermie parce que l'eau atteint 80 à 100 degrés et donc elle est quasiment sous la forme d'une ébullition. Alors maintenant, je vous propose de descendre encore un peu plus dans les profondeurs de la Terre. Nous atteignons à 30 km la croûte terrestre. Là, l'eau ne peut plus être liquide. Elle est inclue entre les grains à l'intérieur même des roches. Descendons encore un peu plus bas. Nous traversons le manteau supérieur et nous arrivons dans une zone très particulière. Une zone située à moins 410 et jusqu'à moins 660 km de profondeur. Cette zone fait une grande partie du tour de la Terre. Elle passe sous nos pieds également et elle a une particularité. Eh bien, ce sont des roches hydratées. Les scientifiques viennent de nous révéler que cette couche pourrait contenir près de 3 fois l'équivalent de tous nos océans en eau. Elle est complètement piégée, mais malgré tout, elle est là, présente sous la surface. Alors descendons encore plus bas, nous arrivons dans du magma terrestre. Ce magma est visqueux et si aujourd'hui il a cette texture, eh bien là encore c'est grâce à l'eau. Cette eau, elle est apportée par les zones de subduction. Vous savez, ces zones où une plaque plonge sous une autre et donc amène une partie de l'eau océanique, une partie de ces roches hydratées qui fondent en profondeur. Lorsque cette eau arrive et remonte, qu'est-ce que l'on découvre ? Eh bien qu'elle est capable de tellement modifier la viscosité que parfois ce magma se transforme complètement, remonte, traverse la croûte et est capable de générer des séismes ou différents types de tremblements de terre ou encore du volcanisme. Donc cette eau est encore responsable de différents mouvements terrestres, mais surtout, eh bien, sans cette eau, nous n'aurions absolument pas de tectonique des plaques depuis plus de 700 millions d'années. Lorsqu'elle ne remonte pas en surface, en hauteur, eh bien, elle redescend. Et lorsqu'elle atteint la limite entre le manteau inférieur et le noyau terrestre, elle se mêle là à du nickel, à du fer, et elle vient modifier complètement les éléments et elle agit directement sur la capacité de gravité terrestre qu'a la Terre. Alors maintenant, descendons encore un peu plus et nous atteignons le centre de la Terre. Nous sommes dans le noyau terrestre. À plus de 5500 km de profondeur, nous arrivons à près de 6730 millions de kilomètres de profondeur. Et bien là, nous nous retrouvons à ce moment-là dans le centre de la Terre avec ce sentiment que finalement l'eau y est arrivée dès les débuts de la création de la Terre. Certains estiment qu'il pourrait y avoir l'équivalent de 10 fois tous nos océans. Elle est complètement mélangée dans le fer liquide et on ne la voit absolument pas. Alors vous allez me dire, finalement on est très très loin du cycle de l'eau que l'on a appris à l'école, qui est absolument superficiel et finalement il s'agit de profondeurs qui semblent totalement inaccessibles. Et pourtant, eh bien, cette eau des profondeurs remonte. Elle remonte à travers les volcans. Elle génère ce que l'on appelle des dégazages massifs. Et dans ce dégazage, eh bien, se trouve une molécule, la vapeur d'eau, qui arrive dans notre atmosphère et donc qui nourrit directement le cycle superficiel de l'eau. D'ailleurs, si aujourd'hui nous avons des océans, eh bien c'est parce que toute cette eau qui était inclue dans le cœur de la Terre a fini par remonter par dégazage terrestre il y a 4 milliards d'années pour former l'atmosphère primitive et notamment notre océan. Eh bien aujourd'hui, lorsque l'on regarde tout ça, on a un peu ce sentiment, lorsque l'on observe le cycle de l'eau terrestre, que finalement peut-être
il nous manque une partie de la compréhension de ce que nous apportent ces profondeurs. Mais il faut savoir que le cycle de l'eau n'est pas alimenté seulement par les entrailles de la Terre. Il est également alimenté par les fins fonds du cosmos, puisque tous les jours, dans notre atmosphère, arrivent des micrométéorites, des comètes, qui tous les jours arrivent du fin fond de l'univers. Ils sont remplis d'eau qui va réussir, en pénétrant dans les premières couches atmosphériques, à se joindre à l'eau terrestre. Et donc, lorsque vous buvez un verre d'eau, eh bien, il est fort probable que ce soit de l'eau qui soit issue peut-être des entrailles de la Terre, qui soit passée par un océan, une rivière, une nappe phréatique ou bien même qui proviennent d'une comète. Parfois même, les vents solaires réussissent à arracher des molécules d'hydrogène et à les rapporter sur Terre. Et cet hydrogène se mêle à l'oxygène terrestre pour encore une fois former des molécules d'eau. Quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, on voit très bien à quel point, lorsque cette eau remonte en profondeur, eh bien, elle vient comme ça nous apporter quelque chose de très particulier. Cette spécificité qu'a cette vapeur d'eau quand elle remonte dans l'atmosphère, eh bien, c'est de faire ce qu'elle sait faire de mieux. La vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre sur Terre. Rappelez-vous, le 15 juin 2022, il y a eu une énorme éruption volcanique. Cette éruption est montée jusqu'à 58 km en profondeur. On l'a ressentie jusqu'à 9000 km de là, au fin fond de l'Alaska. Et donc, cette éruption a ramené des quantités énormes de vapeur d'eau issues de ce magma terrestre, mais également de l'océan qu'elle a pu rencontrer dans les îles Tonga. Eh bien, cette quantité d'eau qui a augmenté massivement dans les hautes couches atmosphériques est responsable en grande partie du réchauffement climatique que l'on a eu en 2023 et 2024. Cela doit nous interroger aujourd'hui parce que finalement, cette eau, c'est un lien. C'est un lien entre l'histoire de la Terre, notre passé, notre présent. Cette eau est partout, dans tous les milieux, à l'intérieur même de nous. Et donc, en réalité, elle crée quelque chose de nouveau qui nous parle et qui nous propose, en fin de compte, une histoire nouvelle. En 2023, au mois d'avril, je suis partie vivre avec des Indiens Kogi, au fin fond de la Colombie, des Indiens qui vivent de la même manière depuis 3500 ans. L'idée était d'amorcer un dialogue entre des scientifiques et des savoirs ancestraux d'un peuple qui vit de la même manière depuis 3500 ans. Et nous avons essayé de nous comprendre, de partager nos savoirs différents. Et ces Kogis sont arrivés en délégation en France pour essayer d'explorer nos territoires et de les lire. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est que l'eau a tendance à venir rentrer à l'intérieur de la Terre pour essayer d'éviter d'être atteint par la main de l'homme parce qu'elle est trop malmenée. Alors, cela pourrait sembler être une fable absolue en se disant que finalement, ce sont des savoirs assez anciens, très poétiques, mais finalement très loin des réalités scientifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une étude récente a mis en évidence que l'eau qui pénètre à l'intérieur des failles dans les zones de subduction, eh bien, serait 4 fois plus importante que ce que l'on imaginait jusque-là. C'est-à-dire que l'eau qui rentre sous terre, actuellement, au moment où on se parle, est beaucoup plus importante que la quantité d'eau qui en ressort. Alors peut-être qu'il faudra se poser la question parce que oui, la Terre est en train d'avaler son eau à l'intérieur même de ses entrailles. Il serait peut-être bon de se poser des questions et de se dire que cette sagesse des peuples ancestraux, eh bien, a peut-être quelque chose d'intéressant à nous raconter et qu'il est peut-être l'heure aujourd'hui de redonner sa valeur à l'eau, de la préserver, la protéger et restaurer son cycle. Merci.